Dans une maison où chaque murmure devient une arme, une jeune femme lutte pour protéger ce qu'on tente sans cesse de lui arracher, sa dignité. Elle croyait pouvoir rester invisible, mais un geste inattendu va bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir. Car lorsque le silence se brise, les vérités enterrées remontent, prêtes à déchirer le fragile équilibre entre devoir et désir. Une seule décision pourrait changer son destin, ou la condamner à jamais. Restez avec nous pour découvrir cette histoire, pleine d'émotions et de rebondissements. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Dans les rues pavées de Lyon, sous un ciel d'automne chargé de brume, Émilie se tenait immobile, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ses cheveux sombres, indomptés par le vent du Rhône, cascadaient en boucles sauvages sur ses épaules, et ses yeux verts, perçants comme ceux d'une louve, fixaient l'horizon sans ciller. Autour d'elle, les murmures s'élevaient comme un essaim d'abeilles. « Regardez-la, cette sauvage, une laide qui ose parader en ville comme une dame !» Mais ce jour-là, alors que la foule l'écrasait de son mépris, un homme émergea de l'ombre d'un fiacre, grand, imposant, avec une moustache impeccablement taillée et un regard d'acier. Il s'approcha sans un mot. Le magnate de la soie, Henri de Montfort, celui que tous craignaient et admiraient. Et devant les yeux écarquillés de la ville entière, il posa ses lèvres sur les siennes, un baiser volé, brûlant, qui fit taire les ragots en un instant. Personne n'aurait imaginé cela, personne, sauf elle, qui avait toujours su que sous sa peau tannée par le travail des champs, battait un feu que nul ne pouvait éteindre. Émilie recula d'un pas, le souffle court, ses joues rougissant sous le poids des regards. La place Bellecour bruissait encore des échos du marché matinal. Les marchands criaient leurs offres de soieries et de pain frais. Les calèches claquaient sur les pavés humides, et les fontaines chantaient leur mélodie éternelle. Mais pour elle, le monde s'était arrêté. Henri de Montfort, l'homme qui régnait sur les ateliers de tissage de Lyon comme un roi sur son empire, venait de l'embrasser, devant tout le monde. Elle, la fille d'un modeste fermier des bords de Saône, élevée dans la boue et les champs de mûriers, moquée pour sa silhouette élancée, trop grande pour les normes délicates de la bourgeoisie lyonnaise. Sauvage laide, l'avait-il baptisée dès son adolescence, quand elle avait osé refuser un mariage arrangé avec un cordonnier bedonnant. Et voilà que le magnate, veuf depuis 5 ans, père d'une fille gâtée et maître des plus riches salons, avait franchi la ligne invisible qui séparait leur monde. Elle essuya ses lèvres du revers de sa main calleuse, encore imprégnée de l'odeur de la terre et des feuilles de mûrier qu'elle cueillait chaque matin pour les verres à soie. Ses vêtements, une simple robe de laine grise aux manches usées, contrastaient avec l'élégance de la foule. Les dames en corsets brodés de perles, les messieurs en redingotes sombres et chapeaux hauts de forme. Émilie n'avait jamais aspiré à cela. À 25 ans, elle vivait encore chez son père, veillant sur la petite ferme familiale aux portes de la ville, où le bruit des métiers à tisser des usines voisines berçait ses nuits. Mais ce baiser, il avait tout changé. Ou du moins, il avait allumé une étincelle dans l'ombre de sa vie routinière. Henri s'était approché sans préambule, comme s'il avait attendu ce moment depuis des lustres. « Mademoiselle », avait-il murmuré d'une voix grave avant de l'attirer contre lui. Pas de déclaration, pas de courtoisie feinte, juste ce geste audacieux sous les yeux des passants qui s'étaient figés, bouche bée. À présent, il la regardait avec une intensité qui la faisait frissonner. « Pardonnez mon audace, mais je ne pouvais plus attendre. » Ces mots étaient simples, dépourvus de l'emphase des galants de salon. Émilie, habituée au silence des champs, ne savait que répondre. Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Autour d'eux, les murmures reprenaient de plus belle. Une dame en chapeau emplumé porta sa main gantée à sa poitrine, feignant l'horreur. Quel scandale! Le comte de Montfort avec cette paysanne? Un groupe de jeunes bourgeois ricana, mais leur rire sonnait faux, teinté d'envie. Henri ignora tout cela. Il offrit son bras à Émilie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Venez, marchons un peu.
La ville a besoin d'air frais ce matin. » Ils s'éloignèrent de la place, traversant le pont Saint-Georges, où la Saône coulait paresseuse, reflétant les façades, renaissance des bâtiments. Émilie jetait des regards furtifs autour d'elle, s'attendant à ce que la terre s'ouvre sous ses pieds. Pourquoi lui, Henri de Montfort, était une légende vivante à Lyon? À 40 ans, il avait hérité des filatures familiales et les avait multipliées par 10. Dominant le commerce de la soie qui faisait la fortune de la ville. On chuchotait qu'il avait perdu sa femme dans un accident de calèche, et depuis, il se cloîtrait dans son hôtel particulier de la Croix-Rousse, entouré de conseillers et de sa fille aînée, la capricieuse Isabelle, qui régnait sur les bals comme une petite reine. Émilie l'avait vue de loin, lors des fêtes patronales, où les ouvriers des usines venaient saluer les patrons. Il était distant, calculateur, un homme de chiffres et de contrats, pas de passions impulsives. Pourtant, ce baiser racontait une autre histoire. Émilie se rappelait vaguement l'avoir croisé aux abords des champs, quand elle livrait des feuilles de mûrier aux ateliers. Un jour, peut-être 2 ans plus tôt, leurs regards s'étaient accrochés au milieu de la poussière. Il avait hoché la tête, un geste presque imperceptible, et elle avait rougi sans savoir pourquoi. Était-ce cela le début, ou bien y avait-il plus? Des rumeurs circulaient sur Henri, des dettes cachées, des rivaux jaloux dans le monde impitoyable de la soie, une pression familiale pour un remariage avantageux. Mais Émilie n'était pas dupe. Elle savait que la beauté n'était pas dans les miroirs des salons, mais dans la force des racines. Ils s'arrêtèrent près d'un banc de pierre, face à la rivière. Le vent portait l'odeur des tanneries lointaines, mêlée à celle des fleurs des jardins publics. « Vous devez me trouver fou, » dit Henri, son sourire adoucissant les traits sévères de son visage. « Mais depuis que je vous ai vu, Émilie, oui, je connais votre nom, grâce au registre des fournisseurs. Je n'ai pensé qu'à cela. Votre force, votre regard franc. C'est ce que Lyon a oublié dans ses dorures. » Émilie déglutit, sa voix sortant enfin, rauque et hésitante. « Monsieur, vous risquez votre réputation, et la mienne. Elle n'en avait déjà pas beaucoup. » Il rit doucement, un son rare qui la surprit. « Les réputations sont des chaînes, mademoiselle, et je préfère briser les miennes que de vivre enchaîné. » Le soleil perçait la brume, illuminant les eaux de la Saône. Émilie sentit un frisson d'espoir mêlé à la peur. Ce baiser n'était pas une fin, mais un commencement. Mais que cachait-il vraiment? Et jusqu'où irait la ville pour les séparer? Tandis qu'ils reprenaient leur marche, un fiacre s'arrêta non loin, et une silhouette familière en descendit, Isabelle de Montfort, les yeux plissés de suspicion. Le drame ne faisait que commencer. Émilie sentit son estomac se nouer en voyant Isabelle descendre du fiacre. Sa silhouette élancée, enveloppée dans une robe de soie bleu pâle, ornée de dentelles fines, qui ondulaient comme des vagues au gré du vent. La fille d'Henri, à 19 ans, était l'incarnation de la grâce lyonnaise, cheveux blonds relevés en un chignon sophistiqué, un chapeau à plumes, incliné avec art, et des gants immaculés couvrant des mains habituées aux éventails et aux thés mondains. Ses yeux, d'un bleu glacial, se posèrent sur Émilie comme des flèches empoisonnées. « Père !» s'exclama-t-elle d'une voix aiguë, feignant la surprise tout en avançant d'un pas mesuré. « Qu'est-ce que cela signifie ? Une promenade matinale avec... Avec qui exactement ?» Henri se raidit imperceptiblement, mais son bras resta ferme sous le coude d'Émilie. « Isabelle, ma fille... » Permets-moi de te présenter mademoiselle Émilie Duval. Elle fournit les feuilles de mûrier à nos ateliers depuis des années. Sa voix était calme, presque paternelle, mais Émilie perçut la tension sous-jacente, comme un fil prêt à se rompre. Isabelle balaya Émilie du regard, de la tête aux pieds, s'attardant sur la robe usée et les bottines boueuses. Un sourire pincé étira ses lèvres. « Ah ! Une ouvrière des champs, comme c'est. Charitable de votre part, père, la ville entière en parlera avant le dîner. » Elle se tourna vers son père, ignorant Émilie. « Nous rentrons.
Mère de Beaujeu attend pour le déjeuner, et elle insiste pour discuter de votre alliance avec les filatures de Marseille. Le mot « alliance » frappa Émilie comme un coup de fouet. Elle recula d'un pas, libérant le bras d'Henri. Les alliances, à Lyon, n'étaient pas des jeux d'enfants. Elles étaient des contrats scellés dans les salons feutrés de la Croix-Rousse, où les familles de soyeux tissaient leur fortune comme les vers leur cocon. Henri hocha la tête, son expression redevenant celle du magnate distant. « Va devant, Isabelle, je te rejoins dans un instant. » La jeune femme hésita, jetant un dernier regard venimeux à Émilie avant de remonter en fiacre, les roues crissant sur les pavés. Henri se tourna vers Émilie, ses yeux adoucis par un regret fugace. « Ne fais pas attention à elle, les premiers vents sont toujours les plus froids. » Mais Émilie secoua la tête, le cœur serré. « Monsieur, votre monde n'est pas le mien. Retournez à vos alliances. Ce baiser... » C'était une folie d'un instant. Elle pivota sur ses talons et s'éloigna à grands pas, traversant le pont vers les faubourgs où la ville cédait la place aux champs. Derrière elle, elle entendit Henri l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Le Rhône grondait à ses côtés, indifférent au cœur brisé. De retour à la ferme, nichée au creux d'une vallée verdoyante aux portes de Lyon, Émilie poussa la porte de bois usée qui grinça comme un vieux secret. L'air était imprégné de l'odeur terreuse des mûriers et du fumet du pain cuit au four. Son père, Pierre Duval, un homme trapu d'une 50aine d'années, aux mains noueuses par des décennies de labeur, était assis à la table massive, comptant les maigres pièces gagnées à la vente des feuilles. À 60 ans passés, il portait encore la blouse de toile grossière des paysans, tachée de sève, et une casquette enfoncée sur ses cheveux grisonnants. « Ma fille, te voilà enfin. Les vers attendent leurs feuilles, et le chariot est prêt pour l'atelier demain. » Sa voix était rude, mais ses yeux, du même vert que ceux d'Émilie, trahissaient une tendresse usée par la vie. Émilie s'affaissa sur un banc, ôtant son châle pour révéler ses épaules larges, forgées par le port des paniers lourds. La ferme était modeste, un rez-de-chaussée aux murs de pierre blanchis à la chaux, un âtre où crépitait un feu de bois et une mezzanine où elle dormait sur une paillasse. Pas de luxe ici, juste la survie rythmée par les saisons. Les femmes de son rang, veuves ou filles de fermiers, se levaient à l'aube pour cueillir, tissaient leurs propres vêtements de laine teinte à la main et assistaient à la messe du dimanche en robe sombre, voilée de modestie. Émilie avait appris ces codes dès l'enfance, courber l'échine devant les patrons, murmurer « oui, monsieur » aux acheteurs des usines, et éviter les regards des bourgeois qui passaient en calèche lors des foires. Pourtant, ce matin avait fissuré cette routine. Elle raconta à son père les mots sortant en cascade, omettant le baiser pour ne pas alarmer l'homme déjà marqué par la perte de sa femme, emporté par la fièvre 10 ans plus tôt. Pierre fronça les sourcils, grattant sa barbe poivre et sel. Le comte de Montfort? Bah, ces riches sont comme les tempêtes du Rhône. Ils passent et laissent des ruines. Concentre-toi sur notre terre, Émilie. Sans elle, nous ne sommes rien. Il se leva, boitant légèrement d'une ancienne chute dans les champs, et posa une main sur son épaule. « Demain tu livreras comme d'habitude, et prie pour que les vers fassent bonne récolte. » La journée s'étira en labeur familier. Émilie cueillit les feuilles sous un soleil timide, ses doigts agiles glissant sur les branches tordues. Les mûriers s'alignaient en rangs serrés, vestiges des plantations qui nourrissaient l'industrie de la soie, piliers de Lyon depuis le XVIe siècle. La belle époque enveloppait la ville d'une opulence feinte, les traboules étroites des quartiers ouvriers cachaient les misères, tandis que les places comme Bellecour scintillaient de fontaines et de statues. Mais pour Émilie, le monde se limitait à ses terres, les corvées aux moulins voisins, les veillées où les voisines brodaient des mouchoirs pour les dames riches, et les ragots chuchotés lors des lessives au bord de la Saône. Émilie la sauvage, l'appelait-elle en riant, moquant sa taille, 1,75 m, trop haute pour les corsets étriqués et ses boucles indomptables qu'aucun peigne ne soumettait. Le soir venu, alors que les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnaient vêpres, un indicio de tension perça l'ordinaire. Un messager à bicyclette,
rareté moderne pour les campagnes, mais pratique pour les nouvelles urgentes, s'arrêta devant la ferme. Il tendit une enveloppe scellée de cire rouge, portant l'emblème des Montfort. Un cocon d'or, pour mademoiselle Duval, dit-il avant de repartir dans la poussière. Émilie brisa le sceau d'une main tremblante. À l'intérieur, une note manuscrite, d'une écriture ferme. « Rejoignez-moi demain à l'atelier principal à la Croix-Rousse. H de monsieur. » Son cœur s'emballa. Était-ce une invitation ou une menace voilée? Dehors. L'ombre des usines se dressait comme un géant endormi, et un murmure de vent porta un écho lointain, les premiers ragots de la ville, déjà en route pour troubler son repos. Émilie serra l'enveloppe dans sa main, le cœur battant la chamade, tandis que la nuit tombait sur la ferme. Les flammes de la lampe à huile dansaient sur les murs, projetant des ombres longues comme des doigts accusateurs. Son père ronflait déjà dans la chambre attenante, épuisé par une journée à réparer les clôtures des mûriers. Elle relut les mots d'Henri. Une invitation formelle, tracée d'une encre noire qui semblait absorber la lumière. Rejoindre l'atelier principal à la Croix-Rousse, demain à l'aube. Pourquoi? Pour une commande de feuilles ou pour prolonger cette folie du baiser? Elle froissa le papier et le glissa sous son oreiller, mais le sommeil la fuit, hanté par les échos des murmures de la place Bellecour. Au lever du soleil, Émilie attela le vieux cheval à la charrette, chargeant les paniers tressés de feuilles fraîches. La brume matinale enveloppait les collines, et l'air portait l'odeur humide de la Saône. Elle ajusta sa robe de laine, reprisant hâtivement une déchirure au genou, et noua un châle autour de ses épaules pour masquer sa silhouette trop élancée. À 25 ans, elle connaissait les regards des ouvriers des usines, des hommes au dos voûté par les métiers à tisser, des femmes aux doigts agiles filant la soie dans l'ombre des traboules. Mais aujourd'hui, franchir les portes des Montfort, c'était entrer dans l'antre du lion. La Croix-Rousse, quartier des Canutes, bourdonnait déjà d'activité. Les navettes cliquetaient comme un orchestre infernal, et les fumées des cheminées s'élevaient vers un ciel gris. La charrette cahotait sur les pavés escarpés quand Émilie aperçut les grilles imposantes de l'atelier principal. Des murs de briques rouges, couronnés de créneaux, gardaient l'entrée comme une forteresse. Des gardes en uniforme sombre vérifièrent de son chargement, leurs yeux plissés de suspicion. « Duval, hein? Le patron vous attend dans le bureau. » Un ouvrier, un jeune à la moustache clairsemée nommé Lucien, l'aida à décharger, jetant des regards curieux. « T'es la fille des champs. On cause de toi en bas depuis hier, le baiser. Tout le monde sait. » Émilie rougit, ses joues brûlantes. Le scandale s'était propagé comme une traînée de poudre dans les ruelles étroites, alimentées par les lavandières et les coursiers. Lucien la guida à travers les halls vastes, où des centaines de métiers à tisser ronronnaient, actionnés par des femmes au visage pâle, leurs corsets serrés sous des blouses amidonnées. L'air était lourd de poussière de soie, un voile blanc qui collait à la peau comme un suaire. « Attention au ragot, mademoiselle. La fille du patron, Isabelle, elle a les oreilles partout. Et les rivaux de monsieur Henri guettent le moindre faux pas. » Émilie hocha la tête, le ventre noué. Elle avait entendu parler des concurrents, des familles comme les Beaumont, qui contrôlaient les exportations vers Paris et Lyon, jaloux de l'Empire Montfort. Un faux pas pouvait ruiner non seulement sa réputation, mais celle de son père, dont les livraisons dépendaient de ses ateliers. Le bureau d'Henri se dressait au cœur du bâtiment, une pièce aux lambris sombres, ornée de tapisseries de soie chatoyantes. Bleu roi, vert émeraude, motifs floraux inspirés des jardins de la Tête d'Or. Il se leva d'un fauteuil de cuir usé, son veston taillé sur mesure, accentuant sa stature imposante. À 40 ans, ses tempes grisonnaient légèrement, et une cicatrice fine barrait sa joue gauche, souvenir d'un accident aux machines dans sa jeunesse. « Émilie, vous êtes venue !» Sa voix était grave, sans trace d'hésitation, mais ses yeux trahissaient une urgence contenue. Il referma la porte derrière elle, isolant le bruit des métiers. Assis à un bureau massif encombré de registres et d'échantillons de tissu, Henri expliqua d'un trait un contrat. Pas n'importe lequel,
Les filatures Montfort affrontaient une crise, une cargaison de soie défectueuse, sabotée peut-être par des rivaux, avait été refusée à l'exposition universelle de Paris l'an dernier. Pour redresser la barre, il avait besoin d'un nouveau fournisseur fiable et surtout d'une alliance discrète. Votre famille cultive les meilleurs mûriers des bords de Saône. Mais ce n'est pas tout. J'ai besoin de vous, Émilie. Pas comme ouvrière, mais comme témoin. Quelqu'un de confiance dans les champs pour surveiller les livraisons suspectes. Ces mots la frappèrent comme un vent froid. Elle recula, heurtant une étagère où s'empilaient des bobines. « Vous me demandez d'espionner? Pour vous ?» Sa voix trembla, rauque d'indignation. Émilie n'était pas une espionne. Elle était une fille de la terre, habituée aux serments simples échangés au bord du feu. Accepter signifiait plonger dans les intrigues des soyeux, dettes cachées, alliances forcées, et la menace d'Isabelle, qui régnait sur les salons comme une vipère. Refuser, cela briserait le contrat de Feuille, condamnant la ferme à la ruine. Son père, avec ses mains arthritiques, ne tiendrait pas une saison de plus sans ses revenus. « Monsieur, je ne suis pas faite pour vos jeux. Hier, votre baiser m'a mise en péril. Aujourd'hui, c'est ma vie entière. » Henri s'approcha, posant une main sur son bras, un geste doux, presque protecteur qui fit naître un frisson malgré elle. Ce baiser n'était pas un jeu, c'était une promesse. Lyon est un nid de serpents, Émilie. Les Beaumont ourdissent contre moi depuis des mois. Faux contrats, rumeurs de faillite. Si je tombe, des centaines d'ouvriers comme Lucien perdront tout. Et vous méritez plus que les moqueries de la place. Il sortit un document du tiroir, un accord manuscrit, scellé de cire, promettant un doublement des paiements pour les feuilles, et une clause secrète, son rôle de conseillère des champs. Les règles du Nouveau Monde s'imposaient. Discrétion absolue, rendez-vous codé via des messagers et évitement des yeux d'Isabelle. Hésitante, Émilie signa d'une main tremblante, le coup social déjà palpable. Les ouvrières dehors chuchotaient déjà, et un premier obstacle surgit quand un clerc entra, portant une lettre cachetée des Beaumont. « Monsieur, ils exigent une réunion ce soir pour discuter alliance. » Henri serra les dents, son regard durcissant. Émilie sentit le piège se refermer. En acceptant, elle entrait dans une danse dangereuse où un faux pas pouvait la noyer sous les calomnies. « Je le ferai, mais si cela nous détruit, ce sera sur votre tête. » Ils sortirent ensemble, traversant les halls où les métiers semblaient murmurer des avertissements. Dehors, la charrette l'attendait, mais un groupe d'ouvriers s'était formé, mené par une femme aux cheveux noués en foulard, les yeux emplis de jalousie. La paysanne qui grimpe les échelons. Bientôt, elle portera nos soieries volées. Les rires fusèrent, un veto social clair. Elle n'était plus la simple cueilleuse, mais une intruse. Émilie monta sur la charrette, fouettant le cheval, mais au détour d'une ruelle, un fiacre passa lentement. À l'intérieur, Isabelle, le visage pâle de rage, serrait un éventail comme une arme. Le soir même, une lettre anonyme arriva à la ferme. Abandonne, sauvage, ou perds tout. La rupture était consommée. Émilie, forcée à ce choix, changea de vie. Plus de retour en arrière. Demain, elle livrerait non plus des feuilles, mais des secrets. Et si les Beaumont frappaient? Émilie traversa les ruelles escarpées de la Croix-Rousse, la charrette brinque-ballant sur les pavés irréguliers, tandis que le soleil de midi perçait les nuages bas. La lettre anonyme, pliée dans sa poche comme un poison lent, pesait sur son esprit. Abandonne, sauvage, ou perds tout. Les mots dansaient devant ses yeux, écrits d'une main anonyme, peut-être celle d'Isabelle ou d'un laquais des Beaumont. Elle fouetta le cheval plus fort, pressant le pas vers la ferme. Mais le contrat signé brûlait encore dans sa mémoire. Elle n'était plus une simple cueilleuse. Désormais, elle veillerait, observerait les ombres dans les champs pour Henri. Ce rôle la terrifiait autant qu'il l'attirait, comme un fil de soie fragile tendu entre deux mondes. 3 jours plus tard, une invitation arriva par messager sur un carton crème bordé d'or, scellé du cocon des Montfort.
Thé chez Madame de Beaujeu ce samedi à 3 heures. H. Émilie relut l'invitation à la lueur de la lampe à huile, son père somnolent près de l'âtre. Un thé mondain. Chez les Beaujeu, ces piliers de la soie lyonnaise dans leur hôtel particulier du quartier Saint-Clair. C'était un test, une intégration forcée dans le cercle des élégantes, où les robes de taffetas bruissaient comme des secrets. Elle n'avait jamais mis les pieds dans de tels salons. Sa garde-robe se limitait à des robes de laine grise ou beige, aux jupes amples et aux cols montants en coton brut, cousus à la main par les voisines. Pour ce thé, il faudrait improviser. Le samedi, Émilie se présenta à la porte massive de l'hôtel Beaujeu, un bâtiment de pierre claire aux balcons ornés de ferronneries florales, typique de l'opulence de la belle époque. Elle avait emprunté une robe à sa voisine, une veuve d'ouvrier, un modèle de serge bleu marine, cintré à la taille par un corset léger, pas trop serré, pour ne pas entraver ses mouvements de paysanne, avec des manches bouffantes et une jupe plissée qui balayait le sol. Ses cheveux indomptables étaient relevés en un chignon lâche, piqué d'une épingle d'os, et elle portait des gants de chevreau usés, noircis par le travail. Pas de bijoux, juste un médaillon en argent, héritage de sa mère, représentant une feuille de mûrier gravée. La domestique, une jeune fille aux tabliers amidonnés, l'introduisit dans le salon aux murs tapissés de soie damassée, où une dizaine de dames sirotaient du thé dans des tasses de porcelaine fine. L'air embaumait le jasmin et les pâtisseries aux amandes. Madame de Beaujeu, une matrone aux cheveux poivre et sel relevés en chignon sophistiqué, vêtue d'une robe de faille violette à collier de perles, l'accueillit d'un sourire poli mais froid. « Mademoiselle Duval, enchantée. Henri nous a tant parlé de vos contributions au mûrier. » Les mots glissèrent comme une lame fine. Émilie s'assit sur le bord d'un fauteuil capitonné, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Henri était là, assis près de la cheminée de marbre, en redingote noire taillée sur mesure, sa cravate de soie nouée avec précision. Ses yeux d'acier croisèrent les siens un instant, un micro-geste de soutien. Un infime hochement de tête, presque imperceptible. À ses côtés, Isabelle trônait comme une reine outragée, dans une toilette de mousseline rose pâle, ornée de ruches et de rubans, ses gants remontant jusqu'au coude. Elle sirotait son thé sans un mot, mais ses yeux bleus lançaient des éclairs. Les autres dames, épouses de soyeux, avec leurs chapeaux emplumés et leurs éventails peints, murmuraient derrière leurs tasses « La sauvage des champs ». Quelle audace de l'inviter ici. Un rire étouffé fusa d'une dame en robe de brocart vert. La conversation tourna vite autour des alliances commerciales. Madame de Beaujeu, posant sa tasse avec un cliquetis délicat, lança « Henri, votre contrat avec les Beaumont avance-t-il? Une union de filature serait si profitable. » Henri répondit d'une voix mesurée « Les discussions sont en cours, mais la prudence est de mise. » Son regard glissa vers Émilie, comme pour l'inclure. C'était son signal. Elle prit une inspiration, sa voix sortant ferme, malgré le nœud dans sa gorge. Les mûriers des bords de Saône sont robustes cette saison. Mais j'ai vu des chariots suspects près des plantations, peut-être des concurrents testant la qualité. Les mots tombèrent dans le silence. Un frisson de classe traversa la pièce. Une paysanne osant parler affaires. Isabelle posa sa tasse si fort que le liquide déborda. « Des chariots suspects, et vous, mademoiselle, comment une cueilleuse saurait-elle cela? Vos yeux verts voient-ils à travers les brumes ?» Le ton était mielleux, mais la moquerie perçait. Les dames ricanèrent, une humiliation subtile qui fit rougir les joues d'Émilie. « Ma famille fournit vos ateliers depuis des générations, mademoiselle de Montfort. On apprend à observer dans les champs. » Henri intervint d'un geste minimal. Sa main effleura le dossier de son fauteuil, un toucher fugace qui la stabilisa. « Émilie a l'œil, Isabelle, c'est pour cela que je la consulte. » Sa défense était brève, presque nonchalante, mais elle réchauffa le cœur d'Émilie, comme un rayon de soleil. Pour briser la tension, Madame de Beaujeu proposa un tour au piano, un instrument laqué noir trônant dans un coin, orné de partitions de Chopin. Isabelle s'y dirigea avec grâce, ses doigts gantés effleurant les touches pour une mélodie légère, un air de valse. Émilie, mal à l'aise, resta en retrait,
Mais Henri s'approcha, sortant de sa poche un petit broche en forme de cocon d'argent, ciselé avec finesse. « Tenez, Émilie, un échantillon de notre travail. Portez-le pour vous rappeler que la soie naît de la terre comme vous. » Il l'épingla à son châle, ses doigts frôlant son épaule, un contact électrique, chargé de promesses tacites. Leurs regards se croisèrent dans un silence partagé, un instant d'intimité au milieu du salon bruyant. Le broche devint symbole, non plus une simple ouvrière, mais une alliée. Isabelle s'arrêta de jouer, ses notes s'éteignant abruptement. « Père, ce bijou est indigne d'un salon. » Mais Henri ignora, se contentant d'un sourire en coin. Le thé s'acheva sur des politesses forcées, Émilie saluant avec une révérence maladroite. Dehors, sous le porche ombragé, Henri la raccompagna jusqu'à sa charrette. « Vous avez tenu bon, c'est un début. » Sa voix baissa. « Ce soir, un messager passera pour les détails des observations. » Émilie hocha la tête, le broche pesant contre sa poitrine comme un talisman. Pourtant, l'antagoniste veillait dans l'ombre. Isabelle, restée en retrait près d'une fenêtre, avait tout vu. Ses lèvres se pincèrent, et elle murmura à une domestique « Surveille-la et informe les Beaumont. » Le soir même, un commentaire circula dans les salons, une note discrète dans le journal local, Le Progrès, chuchotant d'une intruse au champ dans les cercles de soie. Émilie, de retour à la ferme, lut l'article à la lueur d'une bougie. La friction sociale montait, visible comme une tache sur la soie. Et si Isabelle frappait plus fort? Le broche brillait dans sa main, mais l'ombre d'un complot s'allongeait déjà sur les mûriers. La pluie s'abattit sur Lyon comme une vengeance divine, transformant les pavés de la Croix-Rousse en un labyrinthe glissant et boueux. Émilie chevauchait son vieux cheval à travers les collines, les paniers de feuilles de mûrier attachés de travers, sous une bâche déchirée. L'orage avait surgi sans avertissement, un grondement sourd qui ébranlait les ateliers lointains. Elle avait quitté la ferme à l'aube pour une livraison urgente. Henri l'avait mandée par un messager discret, invoquant une inspection des plantations. Mais le ciel s'était assombri, et maintenant la foudre zébrait l'horizon, forçant Émilie à chercher refuge. Les champs s'étendaient, vides et hostiles, jusqu'à une masure abandonnée au bord de la Saône, vestige d'un ancien moulin. Elle y entra, trempée jusqu'aux os, son châle collant à sa peau comme une seconde peau. À peine avait-elle allumé un feu chétif avec des branches humides que la porte s'ouvrit en craquant. Henri apparut, son manteau ruisselant, son chapeau melon dégoulinant sur le seuil. « Émilie, Dieu merci, vous êtes là !» Sa voix couvrit le tonnerre, un mélange d'inquiétude et de soulagement. Il avait chevauché depuis l'atelier, alerté par le messager qui n'avait pas pu la rattraper. L'orage les avait piégés ensemble dans cet abri précaire. Mur de pierre noirci par le temps, un sol de terre battu, et une unique fenêtre aux vitres fendues qui laissait hurler le vent. Dehors, la Saône gonflait, ses eaux tumultueuses claquant contre les berges comme un avertissement. Ils s'assirent près du feu naissant, dos à dos pour sécher leurs vêtements. Émilie ôta son châle, révélant sa robe de laine grise, plaquée contre son corps élancé, ses boucles sombres cascadant en désordre. Henri, à 40 ans, semblait soudain vulnérable. Sa chemise blanche collait à sa poitrine large, et ses mains, habituées au registre et aux poignées de porte des salons, tremblaient en frottant ses bras. Le silence s'étira, rompu seulement par les éclairs qui illuminaient leurs visages. « Cet orage, il nous force à nous confier », murmura-t-il enfin, brisant la glace. Émilie hocha la tête, le cœur battant. Le confinement les rapprochait, comme si la nature conspirait pour dénudier leurs âmes. Henri sortit de sa poche le broche en forme de cocon, celui qu'il lui avait offert au thé. « Regardez cela, ce n'est pas seulement un bijou, c'était à ma femme, Claire. » Sa voix se fit plus grave, un aveu qui pesait comme une pierre. Il le posa entre eux, l'argent terni par les ans scintillant faiblement. Émilie le toucha du bout des doigts, sentant la gravure fine, une feuille de mûrier entrelacée. Elle l'adorait. Elle venait des champs, comme vous, fille d'un petit soyeux ruiné par la crise de 1870. Nous nous sommes mariés contre l'avis de tous. Lyon nous a jugés fous. Il marqua une pause.
les yeux perdus dans les flammes. Mais un accident de calèche l'a emporté, il y a 5 ans. Une roue brisée sur la route de Vienne. J'ai vu son corps, froid sous la pluie. Et depuis, je vis avec la culpabilité. J'aurais dû l'accompagner ce jour-là. Le devoir des filatures m'a retenu. Émilie sentit un pincement au cœur. Elle, qui avait perdu sa mère à la fièvre, connaissait ce vide. Ma mère, elle chantait en cueillant les mûriers. Une mélodie simple, héritée des canutes. Sans réfléchir, elle entonna les notes, sa voix rauque et pure, couvrant le bruit de la pluie. Une ballade sur les vers à soie et les amours perdus. Henri se tourna vers elle, captivé. La scène devint Ancora. Cette musique, objet hérité d'un passé partagé, dénudait leurs couches. Il joignit sa voix, hésitante au début, puis plus assurée. Leurs regards se croisèrent, un silence chargé où les mots n'étaient de plus nécessaires. « Vous me rappelez qu'il y a de la vie après la perte », dit-il doucement, sa main effleurant la sienne sur le broche, un geste fugace qui réchauffa l'air froid. La confiance grandit, comme un fil de soie tissé dans l'urgence. Henri confia plus. Le luto l'avait endurci, le transformant en magnate distant pour protéger Isabelle. Mais au fond, un devoir le rongeait, remarié pour sauver les filatures des dettes cachées imposées par les Beaumont. Je ne veux pas d'une alliance froide, pas après Claire. Émilie, à son tour, ouvrit son passé, l'enfance moquée pour sa taille, les refus de mariages arrangés, la force forgée dans la boue pour soutenir son père. On m'appelle sauvage parce que je ne plie pas, mais avec vous. Je me sens vu. Une promesse tacite plana, leurs doigts s'entrelacèrent brièvement, changeant la température émotionnelle, un feu intérieur contre l'orage extérieur. Pas de passion consumée, juste une intimité forcée qui humanisait l'homme d'acier. Dehors, la pluie faiblissait, mais un bruit de sabots approcha. Un cavalier émergea de la brume, un envoyé anonyme aux traits masqués par un foulard. Il lança une missive cachetée avant de repartir. Les Beaumont savent pour le broche. Isabelle parle. Fuyez ou tombez. Henri serra le poing, son visage se durcissant. Émilie pâlit, le cœur retombant. La confiance naissante se fissurait déjà. L'orage passé, ils se séparèrent, mais la lettre dans la poche d'Émilie pesait comme un présage. Et si Isabelle, espionnant depuis les salons, ourdissait déjà le prochain coup? La nuit tombait, et avec elle, une ombre sur leurs liens fragiles. La nuit s'épaissit autour de la masure, comme un manteau de velours noir troué par les éclairs sporadiques. Émilie serrait la missive dans sa main moite, les mots « fuyez » ou « tombez » se gravant dans son esprit comme une marque au fer. Henri, encore accroupi près du feu mourant, relut le papier à son tour, ses traits se crispant sous la lueur vacillante. Les Beaumont, ils n'attendent que cela, une faille pour frapper. Sa voix, d'habitude si assurée, trahissait une fêlure, un écho de la vulnérabilité qu'il venait de lui confier. Dehors, la Saône murmurait ses secrets, ses eaux gonflées par l'orage léchant les berges comme une bête affamée. Ils chevauchèrent en silence vers Lyon, séparés par un intervalle prudent, la boue éclaboussant les flancs de leur monture. Émilie rentra la première à la ferme, où son père l'attendait, les sourcils froncés sous sa casquette usée. « Où étais-tu, ma fille? La livraison est en retard, et les vers meurent sans feuilles. » Pierre Duval, les mains tremblantes d'inquiétude, ne remarqua pas la pâleur de son visage. Elle murmura une excuse, un orage imprévu, et s'enferma dans la mezzanine, le broche de Claire pesant contre sa poitrine comme un serment trop lourd. Le sommeil la fuya. À l'aube, un bruit de sabots la tira de sa veille. Un fiacre s'arrêta devant la porte, et en descendit un clerc aux lunettes pincées, muni d'un rouleau de parchemin. « Mademoiselle Duval, au nom des filatures Beaumont, nous contestons votre contrat avec Montfort. » Les mots tombèrent comme un couperet. Le sabotage avait commencé. Une plainte formelle, accusant la famille Duval de fournir des feuilles contaminées par une maladie des mûriers, menaçant les cocons entiers. « Preuve à l'appui », dit le clerc, déroulant un document jauni, prétendument analysé par un botaniste de Paris. « Votre père devra comparaître devant le tribunal des marchands demain, et vos livraisons interdites jusqu'à verdict. »
Émilie sentit le sol se dérober. Ce n'était pas une simple rumeur, c'était une attaque frontale, ourdie dans l'ombre des salons. Isabelle avait dû parler, déverser son venin aux Beaumont, ses rivaux aux yeux froids qui convoitaient l'empire d'Henri depuis des lustres. Pierre surgit, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos mûriers sont sains comme le jour, c'est une calomnie. Mais le clerc haussa les épaules, indifférent. La réputation des Beaumont est en jeu. Et la vôtre? Elle s'effondre déjà. Il repartit, laissant derrière lui un silence assourdissant. Émilie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes calleuses. La perte était tangible. Sans livraison, la ferme périrait. Son père, déjà affaibli par les ans, boitait plus que jamais, ses épaules voûtées sous le poids de cette trahison. Elle courut au champ, arrachant des feuilles pour vérifier. Rien d'anormal, mais le mal était fait. Les ouvriers des ateliers voisins, informés par les coursiers, refusaient déjà de l'aider, jetant des regards obliques. « La sauvage qui trahit les Canuts », murmurait-il. Henri apprit la nouvelle par un messager haletant, alors qu'il traversait les halls de son atelier principal. Les métiers à tisser cliquetaient furieusement, mais son esprit était ailleurs. « Isabelle », rugit-il en entrant dans le salon familial de l'hôtel de la Croix-Rousse. Sa fille se tenait près d'une fenêtre, un éventail à la main, feignant l'innocence dans sa robe de taffetas vert olive ornée de perles cousues à la main. « Père, comment osez-vous m'accuser? J'ai seulement averti les Beaumont d'une incohérence dans vos contrats. Cette Duval ruine tout. Elle n'est qu'une paysanne, une espionne potentielle. » Ses mots étaient aiguisés, mais ses yeux trahissaient la peur. Peur de perdre son statut, son père, son monde doré. Henri la fixa, le cœur déchiré. « Tu as franchi la ligne, Isabelle. Pour une alliance? Pour ta jalousie ?» Il sortit une lettre qu'il avait interceptée. Une correspondance entre elle et un Beaumont, promettant un mariage avantageux en échange de ce sabotage. La trahison le frappa comme un coup de poignard. « Sors d'ici, va chez ta tante à Vienne, jusqu'à ce que tu comprennes. » Isabelle pâlit, ses gants tremblants. « Vous regretterez cela. Lyon jugera votre faiblesse. » Elle quitta la pièce en claquant la porte, ses pas résonnant comme un glas. Henri s'effondra dans un fauteuil, la culpabilité l'envahissant à nouveau. Comme avec Claire, il avait sous-estimé les ombres familiales. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans les salons et les places. Au Progrès, un article anonyme titrait « Scandale aux filatures. Une intruse des champs menace l'industrie de la soie ». Émilie, isolée à la ferme, vit les premiers effets. Un voisin refusa de prêter son chariot, invoquant la malédiction des Duval. Son père, prostré près de l'âtre, murmura « Vends tout, Émilie, nous partirons pour les campagnes du Sud ». La chute de statut était brutale. Elle, qui avait goûté à une intimité naissante avec Henri, se retrouvait seule, moquée même par les lavandières, au bord de la Saône. La laide qui a séduit le magnate, et voilà le prix. Le point de non-retour survint cet après-midi-là, sous un ciel plombé. Émilie, déterminée à confronter le mal à la racine, chevaucha jusqu'à l'atelier Montfort. Les gardes la laissèrent passer, mais l'air était chargé de tension. Des ouvriers chuchotaient, des bobines de soie gisaient abandonnées, signe d'une production haletée par la panique. Henri l'accueillit dans son bureau, les traits tirés, une tasse de café froid devant lui. « Émilie, partez. C'est trop dangereux maintenant. Les Beaumont exigent ma ruine. Et Isabelle. Elle a brisé notre confiance. » Ces mots la blessèrent plus que les ragots. Elle secoua la tête, les yeux brûlants. « Non, j'ai signé pour vous aider. Regardez cela. » Elle sortit un échantillon de feuilles qu'elle avait analysé avec un herboriste de quartier. Des traces de poison, appliquées par des saboteurs. Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est eux. Henri la serra contre lui un instant, un geste désespéré. Mais recula vite. Votre courage me touche, mais le prix, votre ferme, votre père. Et moi, je ne peux pas vous protéger sans vous détruire. La rupture était là, émotionnelle et implacable. Il la renvoyait pour la sauver, un exil forcé dans les champs. Émilie sentit les larmes monter, mais elle se redressa, fière. « Alors, je combattrai seule. Adieu, Henri. » Elle tourna les talons,
Le broche toujours épinglé, mais son cœur en miettes. Dehors, un ultimato l'attendait, un messager des Beaumont, annonçant une saisie imminente des terres du Val, si elle ne témoignait pas contre Montfort au tribunal. La nuit enveloppa Lyon d'un voile de brume, et Émilie, revenue à la ferme, fixa l'horizon sombre. Le lien avec Henri s'était rompu, comme un fil de soie tranché net. Plus de retour possible. Elle avait vu trop, savait trop. Mais dans l'ombre, un plan germait. Affronter les Beaumont publiquement, au risque de tout perdre. Et si Henri, malgré tout, revenait? Ou pire, si Isabelle ourdissait un coup fatal avant l'aube? Émilie passa la nuit à veiller, le regard perdu dans les flammes vacillantes de l'âtre. La ferme semblait plus étroite que jamais, ses murs de pierre suintant l'humidité de la Saône voisine. Le broche de Claire, encore épinglé à sa robe grise, lui rappelait non seulement la perte d'Henri, mais aussi la trahison qui rongeait Lyon comme un ver dans un cocon. À l'aube, alors que le coq chantait son appel rauque, elle fouilla dans une vieille malle sous la mezzanine. Là, parmi les reliques de sa mère, un châle fané et des lettres jaunies, elle trouva un petit carnet relié de cuir, hérité d'un oncle ancien, employé des filatures. Ces pages, couvertes d'une écriture serrée, relataient des années de comptes secrets, des paiements occultes au Beaumont datant de la crise de la soie en 1890. Manipulation pour ruiner les rivaux, notait-il. Le cœur battant, Émilie comprit. Ce n'était pas une simple jalousie familiale. Isabelle et les Beaumont ourdissaient un complot plus vaste, une dette forgée de toutes pièces pour forcer Henri à une alliance ruinée. Le soleil perçait à peine la brume quand elle sella le cheval et galopa vers la ville. La Croix-Rousse bourdonnait déjà de ses métiers incessants, mais Émilie ignora les regards hostiles des ouvriers. Elle se dirigea droit vers l'hôtel particulier des Montfort, une bâtisse imposante aux façades Renaissance, flanquée de jardins où les rosiers ployaient sous la rosée. Les domestiques la reconnurent et, après un instant d'hésitation, la laissèrent entrer. Henri était dans la bibliothèque, entouré de livres-caisses empilés comme des remparts. À la vue d'Émilie, son visage s'illumina d'un espoir fugace, vite voilé par la culpabilité. « Émilie, je vous avais dit de rester loin. Les Beaumont ont saisi les tribunaux. Votre père risque la ruine. » Il se leva, sa redingote froissée trahissant une nuit sans sommeil, ses yeux cernés par le poids du devoir. Elle posa le carnet sur le bureau massif, ses mains tremblant légèrement. « Regardez cela. Ce n'est pas une maladie des mûriers, c'est du poison versé par des saboteurs. Et ce document, il prouve que les Beaumont manipulent les dettes depuis des années. Votre froideur hier n'était pas de la peur pour moi, mais ce fardeau que vous portez seul, la culpabilité de Claire, le devoir envers Isabelle et les filatures. » Henri feuilleta les pages, son souffle se coupant à la lecture d'une entrée, un paiement à Isabelle pour information sur les fournisseurs rivaux. La révélation le frappa comme un éclair. Il s'effondra dans un fauteuil, le portrait de sa femme, un daguerreotype ancien posé sur une étagère, semblant le juger en silence. « Dieu, ma propre fille, j'ai cru la protéger en la gavant de luxe, mais elle a vendu notre empire pour un mariage doré. » Ces mots, rauques d'émotion, reconfigurèrent tout. Sa distance n'était pas de la frieza, mais un mur érigé contre la perte, un devoir qui l'avait isolé jusqu'à ce baiser volé. Émilie s'approcha, posant une main sur la sienne, un geste de confiance, pas de passion. « Nous ne pouvons plus fuir, je vais agir. » Son ton ferme surprit Henri. La paysanne aux boucles indomptables assumait enfin son agence. Elle rédigea une lettre ouverte, d'une écriture claire et déterminée, adressée au tribunal des marchands et diffusée via les coursiers des ateliers. Les Beaumont empoisonnent non seulement les mûriers, mais l'âme de Lyon. Voici les preuves, carnets, échantillons empoisonnés, témoignages d'ouvriers que j'ai interrogés à l'aube. Elle signa de son nom complet, Émilie Duval, sans titre ni modestie. Envoyer cela était une initiative publique, un pronunciamento qui la jetait dans l'arène sociale au risque de tout. Mais cela altéra la perception. Les lavandières, d'abord sceptiques,
murmurèrent leur admiration quand la lettre circula dans les traboules. La sauvage se bat pour nous tous. Le premier pic d'espoir surgit vite. Henri, galvanisé, joignit son témoignage. Un livre-caisse falsifié par Isabelle, découvert dans ses appartements, prouvant le complot. Ensemble, ils confrontèrent un témoin clé, Lucien, l'ouvrier auvergnat, qui avait vu des chariots Beaumont près des champs. « J'ai vu mademoiselle Isabelle donner l'ordre », murmura-t-il dans la bibliothèque, les yeux baissés. « Pour de l'argent, elle a trahi son sang. » La rapprochement fut contenu. Leurs regards se croisèrent sur le portrait de Claire, un silence complice scellant une confiance renouvelée. « Vous n'êtes plus seul, Henri, et je ne suis plus la laide des ragots. » Il hocha la tête, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Pour la première fois, le magnate vit en elle une égale, forgée par la terre comme lui par les dettes. Mais le Val s'abattit aussitôt. Isabelle, alertée par un domestique, déboula dans la pièce, ses yeux bleus flamboyants de rage. Vêtue d'une robe de soie écarlate, elle brandit une lettre des Beaumont. « Vous osez, père, cette paysanne vous manipule. Les tribunaux la jetteront en prison pour diffamation et nos filatures sombreront. » Sa voix aiguë trahit l'indignation du public naissante. Non contre Émilie, mais contre elle, la héritière gâtée qui vendait son père pour un cocon doré. Henri la foudroya du regard. « C'est toi qui as tout gâché, Isabelle. Ton complot avec les Beaumont. C'est de la trahison pure. » Elle recula, pâle, mais lança un dernier venin. « Lyon rira de vous deux. Demain, à l'Assemblée des Soyeux, je témoignerai contre elle. » La menace grandit, un contre-attaque ourdi, avec des faux témoignages prêts à noyer Émilie sous les calomnies. Émilie tint bon, son cœur gonflé d'une indignation partagée. Les ragots tournaient, dans les salons. On chuchotait du complot des Beaumont. Et même Madame de Beaujeu envoya une note de soutien discret. Un pic d'espoir. Un ouvrier, touché par sa lettre, apporta un portrait caché. Isabelle, en compagnie d'un Beaumont, prit lors d'un bal secret. Preuve irréfutable. Henri et elle partagèrent un moment intime, non passionné mais solidaire. Il ajusta le broche sur son châle, murmurant « Claire aurait aimé votre force ». La confiance les liait plus que jamais. Pourtant, le danger s'amplifia. Un messager des Beaumont surgit à la ferme, menaçant Pierre. « Retirez la lettre ou vos terres brûlent. » Le père d'Émilie, les mains tremblantes, supplia « Arrête ma fille !» Mais elle refusa, rédigeant une seconde missive, appelant les Canutes à l'Assemblée. Le Val culmina quand Isabelle, dans un salon rival, diffusa une rumeur. « Émilie est une espionne payée par Paris pour ruiner Lyon. » L'indignation contre le duo antagoniste enfla. Les ouvriers, las des manipulations, se rangèrent derrière la sauvage qui osait parler. Au crépuscule, une invitation arriva par fiacre. L'Assemblée des Soyeux à l'Opéra de Lyon, demain soir. Tous les magnates seront là, affrontez-nous publiquement, signait un Beaumont. Émilie serra le poing, Henri à ses côtés. Le piège se refermait. Mais avec lui, l'occasion de tout renverser. Et si Isabelle frappait avant le rideau? L'Opéra de Lyon scintillait sous les lustres de cristal, un écrin de velours rouge et d'or où les magnats de la soie se pressaient comme des papillons autour d'une flamme. Les colonnes de marbre veinées de blanc soutenaient un plafond peint de scènes mythologiques, et l'air vibrait déjà des accords d'un quatuor à cordes annonçant l'assemblée. Ce soir-là, en 1905, l'élite des filatures, 200 âmes en habit de soirée, se réunissait non pour un spectacle, mais pour un jugement. Les Beaumont, ses rivaux au sourire carnassier, avaient orchestré l'événement comme un piège. Une réunion d'urgence sur les dettes et les sabotages, où Isabelle de Montfort, exilée mais revenue en force, comptait briller. Émilie Duval, le cœur serré dans sa robe empruntée de serge noir, cintrée à la taille par un corset modeste, jupe longue balayant le sol, un châle de laine grise noué sur les épaules, franchit les portes massives aux bras d'Henri. Ses boucles sombres, domptées en un chignon simple orné du broche en cocon, contrastaient avec les parures des dames, perles, plumes et soieries chatoyantes. Henri,
En queue de pie impeccable, la moustache taillée au rasoir serrait son bras avec une fermeté protectrice. À 40 ans, il incarnait le magnate résolu, mais ses yeux d'acier trahissaient l'urgence. « Restez près de moi, Émilie. Ce soir, nous révélons tout. » Ils traversèrent le foyer au miroir doré, où les murmures s'élevaient comme un bourdonnement. « La sauvage aux côtés de Montfort, quel effrontement !» Madame de Beaujeu, en robe de brocart pourpre, les salua d'un hochement distant, tandis qu'Isabelle, trônant près des Beaumont, un couple austère, lui en redingote grise, elle en velours bleu nuit, lança un regard venimeux. À 19 ans, sa fille arborait une toilette éblouissante. Mousseline ivoire brodée de fils d'or, un collier de perles soulignant son cou pâle, mais ses lèvres pincées trahissaient la fureur. L'assemblée s'installa dans la salle principale, les fauteuils de velours alignés face à une estrade improvisée. Monsieur Beaumont senior, un homme voûté aux yeux froids comme la Saône en hiver, monta le premier, un dossier sous le bras, un épais recueil de parchemins et de lettres, fruit de sabotages finaux. « Mesdames, messieurs, les filatures Montfort menacent notre industrie. Dettes occultes, fournisseurs véreux. Et cette Duval, une espionne des champs qui empoisonne nos mûriers. » Il déroula une carte fausse, prétendant des contaminations massives, et appela une témoin achetée. Une lavandière aux traits tirés et gantés pour l'occasion, qui jura avoir vu Émilie verser du poison. Elle l'a fait pour Montfort, une paysanne ambitieuse, laide et sauvage, qui ruine Lyon. Les rires fusèrent, une onde de calomnie traversant la salle. Isabelle renchérit, sa voix aiguë perçant les notes du quatuor. « Mon père est ensorcelé, cette intruse a volé notre honneur. Regardez ce dossier, lettre forgée, prouvant sa trahison. » Elle agita une pile de missives truquées, signées du nom d'Émilie, accusant Henri de collusion avec des rivaux parisiens. Le scandale enfla, les magnats hochant la tête, prêts à condamner. Émilie sentit le rouge monter à ses joues, les souvenirs des moqueries de la place Bellecour ressurgissant comme des lames. Henri se raidit, mais elle posa une main sur la sienne, un geste discret, chargé de leur confiance forgée dans l'orage. C'était leur moment, la contre-attaque intelligente. « Messieurs, mesdames !» lança-t-elle d'une voix ferme, montant sur l'estrade sans attendre l'invitation. Le silence tomba, stupéfait. Les Beaumont mentent. Voici les vraies preuves. Elle sortit le carnet de cuir de son oncle, le déployant sous les lustres. Page jaunie listant les paiements occultes, datés et signés. Pas de dette chez Montfort, mais des manipulations Beaumont depuis 1890. Et ce poison? J'ai un témoin clé. Lucien, l'ouvrier auvergnat, émergea des coulisses, son tablier de travail contrastant avec les habits fins. J'ai vu Isabelle et un Beaumont verser le venin dans les champs pour forcer l'alliance. Il présenta un échantillon analysé par un herboriste indépendant. Trace de belladone, pas de maladie naturelle. Henri joignit sa voix, brandissant le livre-caisse falsifié d'Isabelle. Ma propre fille, séduite par des promesses de mariage, a trahi notre sang. Mais Émilie, elle a sauvé nos filatures. La salle bruissa, les murmures virant à l'indignation. Madame de Beaujeu se leva. C'est monstrueux, les Beaumont, hors d'ici. Un magnate, ancien allié des rivaux, pâlit en reconnaissant son sceau sur une lettre compromise. Le sabotage s'effondra comme un château de cartes. Isabelle bondit hystérique. « Mensonge, père, arrêtez cela !» Mais Henri la foudroya. « Ton choix te définit. Isabelle, tu as choisi l'avidité sur la famille. » Elle recula, les larmes coulant sur son maquillage impeccable, tandis que M. Beaumont balbutiait « C'est une calomnie. » La communauté pivota, les applaudissements éclatèrent. Un tonnerre chaleureux. « À Émilie Duval, la vraie gardienne de la soie !» crièrent les canutes invités en bas de l'estrade. De humilée à respecter, elle se tenait droite, le broche scintillant comme un trophée. Les Beaumont fuirent sous les huées, exilés dans l'ombre, leur empire fissuré par les preuves irréfutables. Isabelle, brisée, s'effondra dans un fauteuil, son monde doré en ruine. Une humiliation publique qui la marquerait à jamais. Le quatuor reprit, une valse triomphante, tandis que la foule entourait Henri et Émilie.
Des poignées de main, des félicitations. « Vous avez sauvé Lyon !» murmura Madame de Beaujeu, serrant le bras d'Émilie. Le pic d'euphorie déferla, une vague cathartique lavant les mois de ragots et de peur. Henri attira Émilie à l'écart, dans un couloir lambrissé où les échos de la musique s'estompaient. « Ce soir, vous m'avez rendu ma force, et plus. » Ses yeux plongèrent dans les siens, un silence post-tempête enveloppant leur proximité. Pas de mots superflus, juste un effleurement de main, un engagement tacite, un futur tissé ensemble, loin des chaînes des alliances forcées. Dehors, la nuit lyonnaise scintillait, mais pour eux, l'aube d'un nouveau cocon s'annonçait. Pourtant, dans l'ombre d'un balcon, un messager des Beaumont glissa une note anonyme dans la poche d'un laquais. Ce n'est pas fini. Le calme n'était qu'un répit. Les jours suivants, l'assemblée à l'opéra s'étirèrent en un tourbillon de justice et de murmures. Lyon, cette ville au secret tissé comme de la soie, bruissait d'une rumeur nouvelle, la chute des Beaumont. Henri de Montfort, galvanisé par la victoire, avait convoqué le tribunal des marchands dès l'aube suivante, dans la salle aux lambris sombres du palais de la Bourse, sous les portraits austères des anciens maires. Les preuves s'empilèrent, comme des bobines prêtes à étouffer les coupables. Le carnet de l'oncle d'Émilie, les échantillons empoisonnés analysés par un botaniste impartial, le livre-caisse falsifié d'Isabelle, tout convergea en un faisceau accablant. Monsieur Beaumont-Seigneur, flanqué de son épouse aux lèvres pincées, tenta de nier, balbutiant des excuses sur des erreurs administratives. Mais Lucien, l'ouvrier auvergnat, répéta son témoignage d'une voix ferme, les mains encore tachées de graisse des métiers. « J'ai vu les chariots, les fioles versées sous la lune, pour ruiner Montfort et s'emparer des filatures. Le juge, un homme aux lunettes cerclées d'or et à la perruque poudrée, frappa du marteau sur le bois ciré. Les Beaumont sont condamnés à l'exil commercial, interdiction de toute transaction à Lyon pour 10 ans. Leurs dettes, exposées au grand jour, les dépouilleront de leurs ateliers. » La sanction fut concrète, impitoyable. Saisie des biens, perte des droits sur les exportations de soie vers Paris et Marseille. Le couple quitta la salle tête basse, leur prestige effondré comme un cocon crevé. Dans les salons, on chuchotait déjà « Les Beaumont des ombres désormais, chassés par une paysanne ». Isabelle, citée comme complice, subit le même sort familial. Henri, le cœur lourd mais résolu, la confia à une tante stricte à Vienne. Avec une lettre scellée, apprend l'humilité ou perd tout héritage. Elle partit en fiacre au crépuscule, ses bagages chargés de regrets, son rôle de petite reine brisé. Les coadjuvants trouvèrent leur place. Lucien fut promu contremaître aux ateliers Montfort, récompensé par un salaire doublé et une petite maison aux abords de la Croix-Rousse. Madame de Beaujeu, repositionnée en allié neutre, offrit son soutien discret pour des contrats futurs, murmurant à Émilie « Vous avez révélé la vérité que nous ignorions tous ». Émilie, transformée par l'épreuve, sentait une voix nouvelle en elle. Plus de sauvages laides moquées sur la place Bellecour. Désormais, elle parlait avec l'autorité d'une leader forgée dans la boue et les salons. Henri, lui, avait perdu sa carapace de veuf distant. Sa compassion émergeait dans les gestes simples. Il visitait les ouvriers malades, distribuant des paniers de mûriers frais. Leur lien, scellé par choix libre, s'affirma sans chaîne du passé. Un soir, dans le jardin clos de l'hôtel Montfort, un havre de rosiers et de fontaines murmurantes, il la mena sous un saule pleureur. Émilie, plus de contrats forcés, plus d'alliances froides. Il sortit de sa poche un anneau d'argent pur, ciselé d'une feuille de mûrier sans histoire ni ombre, forgé par un artisan local. Portez-le, non comme un serment imposé, mais comme une promesse entre égaux. Elle glissa l'anneau à son doigt, ses yeux verts brillants. Leurs lèvres se rencontrèrent en un baiser doux, par amour pur, sous le ciel étoilé de Lyon. Pas de fougue volée comme sur la place, mais une union calme, horizon de futur ouvert. Le nouveau équilibre s'établit avec un legs tangible. Ensemble, ils fondèrent une école pour les filles des Canutes,
niché aux portes de la Croix-Rousse. Pas une bibliothèque froide, mais un espace vivant, des salles aux murs blanchis, meublées de tables en bois poli, où l'on enseignait non seulement la lecture et les contes, mais aussi la culture des mûriers et le tissage simple. Émilie en prit la direction, sa silhouette élancée, robe de serge bleu clair, cintrée modestement, châle noué sur les épaules, inspirant les élèves. « La soie naît de la terre, comme votre force », disait-elle, sa voix résonnant avec compassion. Henri finançait, mais cédait la parole. Lors de l'inauguration, sous un ciel d'automne clair, il la présenta, Madame Duval, gardienne de notre avenir. Pierre, son père, y trouva une place honorable. Maître des vergers, ses mains noueuses guidant les enfants dans les champs. « Ma fille a sauvé plus que notre ferme », murmurait-il, les yeux humides. Les fils légaux se nouèrent sans heurts. Le tribunal valida le contrat des Duval, doublant les paiements pour les feuilles. La ferme prospéra, entourée de nouveaux alliés. Les ouvriers, jadis moqueurs, apportaient aide et semences. Henri et Émilie se marièrent en une cérémonie intime à la cathédrale Saint-Jean, entourée de canuts et de soyeux repentis. Pas de bal somptueux, mais un festin simple. Pain frais, fromage de chèvre et soieries distribuées aux invités. Leur nuit de noces, dans une chambre aux rideaux de lin, fut un rituel renouvelé. L'anneau brilla à la lueur des bougies et leurs murmures tissèrent des rêves d'enfants. Un fils pour les chants, une fille pour les ateliers. Des mois plus tard, l'image finale s'imprima dans les mémoires. Émilie et Henri marchant le long de la Saône au lever du soleil, l'anneau scintillant sur sa main. Derrière eux, l'école bourdonnait de rires d'enfants cueillant des feuilles. Lyon, redevenu un cocon uni, s'étendait à leurs pieds. Mais un soir, un messager discret glissa une lettre sous la porte. De Vienne. Isabelle demande pardon. Et une visite. Le legs continuait. Un horizon infini. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit triomphante à l'Opéra de Lyon, et la ville, enveloppée d'un automne doux aux feuilles d'or, semblait avoir tissé un nouveau cocon autour de ses souvenirs. Émilie de Montfort, car elle avait pris ce nom avec fierté, sans ombre ni contrainte, se tenait sur le balcon de leur maison, aux abords de la Croix-Rousse. Un bâtiment rénové où les murs de pierre se mêlaient à des jardins de mûriers soigneusement taillés. À 35 ans, sa silhouette élancée n'avait rien perdu de sa force paysanne. Ses cheveux sombres, encore indomptés par le vent du Rhône, cascadaient en boucles libres sur ses épaules, et ses yeux verts, perçants comme autrefois, balayaient l'horizon avec une sérénité conquise. La robe de serge bleu clair qu'elle portait, cintrée modestement à la taille et ornée d'un simple col de dentelle, bruissait doucement dans la brise. L'anneau d'argent à son doigt, ciselé d'une feuille de mûrier, capturait la lumière déclinante, rappelant ce baiser volé sur la place Bellecour, ce commencement fou qui avait tout changé. Henri, à ses côtés, avait les tempes plus grisonnantes, sa moustache impeccablement taillée, encadrant un sourire adouci par les ans. À 50 ans, le magnate de la soie n'était plus le roi distant des filatures. Il marchait avec une canne d'ébène, souvenir d'une chute aux ateliers, mais son regard d'acier brillait d'une tendresse qu'il réservait à elle seule. « Regarde-les, Émilie », murmura-t-il, posant une main sur la rambarde de fer forgé. En bas, dans le jardin, leurs 2 enfants jouaient. Louis, 8 ans, un garçon aux boucles sombres comme sa mère, courait après un cerf-volant fait de soie fine, tandis que Claire, 6 ans, nommée en hommage à l'épouse perdue, cueillait des feuilles avec des gestes précis, apprenant déjà les secrets des vers. Il porte notre feu, celui que Lyon voulait éteindre. Le mariage, célébré en une cérémonie intime à la cathédrale Saint-Jean 10 ans plus tôt, avait résisté au temps comme un fil de soie renforcé. Pas de grand bal, mais un lien forgé dans l'adversité. Des nuits passées à discuter des filatures, des matins à veiller sur la ferme du Val, désormais étendue en un verger prospère. Pierre, le père d'Émilie, vivait encore avec eux, ses mains noueuses guidant Louis dans les champs. À 70 ans, il boitait moins, réconforté par la vue de ses petits-enfants. « Ma fille, tu as transformé la boue en or », lui disait-il souvent,
les yeux humides, assis près de l'âtre où crépitait un feu de bois. Les changements familiaux étaient profonds. La maison, autrefois froide sous l'ombre d'Isabelle, résonnait de rire. Henri avait ouvert les portes aux anciens ouvriers, comme Lucien, devenu contremaître et parrain de Claire, qui venait dîner chaque dimanche avec sa propre famille. Mais le passé n'avait pas été effacé sans prix. Les Beaumont payaient encore. Exilés à Marseille, leur empire réduit à des entrepôts poussiéreux, ils vivaient dans l'ombre, murmurant des regrets dans des lettres ignorées. Monsieur Senior, brisé par la saisie, était mort en misère 2 ans plus tôt, emporté par une fièvre qui rappelait ironiquement les maladies qu'ils avaient feintes. Son épouse errait dans les ports, vendant des échantillons de soie fanée. Isabelle, elle, avait porté le fardeau le plus lourd. Après son exil à Vienne, elle avait erré 5 ans de salon en salon, son orgueil fissuré comme un cocon vide. À 29 ans, revenue à Lyon sur invitation hésitante d'Henri, elle s'était repentie dans une lettre tremblante. « Père, j'ai vendu notre sang pour des illusions. Pardonnez-moi ou laissez-moi en paix. » Henri l'avait accueillie non comme héritière, mais comme fille égarée. Désormais, elle vivait modestement dans une petite maison près de la Saône, enseignant le piano aux filles des Canutes, un rôle humble, loin des plumes et des perles. Son mariage avorté avec un Beaumont mineur l'avait marqué, une cicatrice émotionnelle, des nuits hantées par les échos de l'Assemblée. « J'ai payé pour ma jalousie », confiait-elle parfois à Émilie, lors de visites tendues mais guérisseuses. « Vous, la sauvage que j'ai haïe, vous m'avez sauvée en me forçant à voir. » Émilie descendit les marches de pierre, rejoignant les enfants sous le saule pleureur, où Henri et elle s'étaient fiancés. Claire courut vers elle, les mains tachées de sève, un panier rempli de feuilles. « Maman, regarde, comme grand-père m'a appris. » Émilie s'agenouilla, serrant sa fille contre elle, inhalant l'odeur terreuse qui lui rappelait sa propre enfance. L'école pour les filles des Canutes, qu'ils avaient fondée ensemble, prospérait à 2 pas. Un bâtiment aux murs blanchis, avec des salles où l'on brodait des motifs de mûrier et où l'on récitait des poèmes sur la soie. Émilie en était la directrice, sa voix résonnant dans les cours. La force n'est pas dans les salons, mais dans les racines. Des dizaines d'élèves issus des traboules apprenaient à lire les contrats, à cultiver sans peur. Henri finançait, mais cédait la scène. Lors des inaugurations annuelles, il la présentait comme « l'âme de notre legs ». Le soir venu, autour de la table massive en chêne, la famille se réunit. Pierre raconta des histoires des anciens temps, quand Lyon tremblait sous les crises de la soie. Henri versa du vin de la vallée du Rhône, ses yeux croisant ceux d'Émilie, dans un silence complice. « 10 ans, et ton feu brûle encore », murmura-t-il plus tard, dans leur chambre aux rideaux de lin, où la lampe à huile projetait des ombres douces. Elle rit doucement, posant sa tête sur son épaule, et le tien m'a réchauffé dans l'orage. Leur amour, testé par les complots et les ragots, avait mûri en une union profonde. Pas de passion folle, mais une tendresse quotidienne, tissée de regards et de gestes partagés. Les enfants dormaient, et dehors, la Saône chantait sa mélodie éternelle. Pourtant, une nostalgie poignante effleurait Émilie lors des veillées. Elle repensait à ce baiser sur la place, au murmure de sauvages laides, à la peur qui avait failli les séparer. Lyon avait changé, les places bruissaient d'histoire sur la gardienne de la soie, et les ouvriers levaient leurs verres à son nom lors des fêtes patronales. Mais le prix payé par Isabelle, l'exil des Beaumont, rappelait que la victoire n'effaçait pas les cicatrices. Un soir d'hiver, une lettre arriva de Vienne, non d'Isabelle, mais d'une nièce repentie. Tant Isabelle repose enfin en paix avec son passé. Émilie la lut à Henri près de l'âtre, une larme coulant sur sa joue. Nous avons tous payé, mais regardez ce que nous avons bâti. L'image finale s'imprima dans le cœur d'Émilie comme un motif éternel. La famille sous le mûrier centenaire, riant au soleil couchant. Louise et Claire, courant libres, incarnaient l'horizon qu'ils avaient conquis. Henri l'embrassa doucement, et elle sut que leur histoire, née d'un baiser improbable, défiait le temps. Lyon, cette ville de soie et de secrets, les enveloppait d'un legs immortel.
un cocon brisé, mais reconstruit plus fort. Et voilà que les années s'écoulèrent comme les eaux paisibles de la Saône, emportant avec elles les ombres du passé pour laisser place à une lumière durable. Émilie, désormais pilier de cette famille recomposée, se surprenait souvent à contempler le mûrier centenaire qui veillait sur leur jardin, ses branches noueuses comme les épreuves qu'ils avaient traversées. Ce arbre, symbole de leur résilience, produisait encore des feuilles abondantes. Nourricière pour les vers à soie qui, dans les ateliers modernisés d'Henri, tissaient non plus seulement des fortunes, mais des liens entre les classes que Lyon avait si longtemps séparés. La vie, c'est comme la soie, aimait-elle dire à ses enfants lors des veillées d'hiver, quand le vent du Rhône sifflait aux fenêtres. Fragile au début, mais invincible une fois tissée avec courage et vérité, Henri, qui avait appris à déléguer les rênes des filatures à des contremaîtres loyaux comme Lucien, passait désormais ses après-midi à arpenter les champs avec Pierre, discutant de semences et de saisons. Sa canne d'ébène tapait rythmiquement sur la terre fertile, un rappel discret de ses limites physiques, mais son esprit restait vif, pétillant d'idées pour l'école des Canuts. Ensemble, Émilie et lui avaient vu l'établissement grandir. De simples salles aux murs blanchis, il était devenu un havre où plus de 100 filles apprenaient non seulement à lire et à compter, mais à revendiquer leur place dans le monde de la soie. « Vous avez semé l'espoir là où il n'y en avait pas », lui confia un jour Madame de Beaujeu lors d'une visite solennelle. Son chapeau emplumé incliné en signe de respect. Les ragots d'antan s'étaient mués en légende. L'histoire d'Émilie la Sauvage, qui avait conquis un magnate par sa force intérieure, inspirait désormais les jeunes ouvrières à lever la tête haute, refusant les chaînes des conventions. Pourtant, dans les moments de calme, Émilie repensait aux leçons gravées dans leur Odyssée. La première, la plus profonde, était celle de l'empathie. Comment un simple regard, un baiser volé sous les yeux incrédules de la ville, avait forgé un pont entre deux mondes. « N'ayez jamais peur de votre feu intérieur », conseillait-elle à Claire, qui, avec ses boucles sombres et son esprit vif, rappelait tant sa mère. La seconde leçon, forgée dans l'indignation face au complot d'Isabelle et des Beaumont, était celle de la justice. Il fallait oser affronter les ombres, même quand elles venaient de ses proches, pour que la vérité triomphe. Isabelle elle-même, dans ses dernières années, avait incarné cela. Revenue à Lyon pour de bon, elle enseignait le piano avec une humilité nouvelle, ses doigts gantés glissant sur les touches pour des mélodies apaisées. « J'ai appris que l'avidité ronge plus que la soie défectueuse », avoua-t-elle un soir, lors d'un dîner familial tendu mais réconciliateur, ses yeux bleus enfin doux. Et la troisième leçon, celle de l'euphorie conquise, résidait dans leur union. L'amour véritable naissait non des alliances forcées, mais du choix libre, jour après jour. Henri et Émilie, main dans la main lors des promenades le long de la Saône, incarnaient cela. Leurs enfants, Louis et Claire, grandissaient dans cet équilibre. Lui, apprenti aux filatures, apprenait la patience des métiers à tisser. Elle, dans l'école, rêvait déjà de voyage à Paris pour étudier les motifs floraux. Pierre, vieilli mais serein, veillait sur eux tous. Son boitillement un badge d'honneur pour une vie de labeur récompensée. Lyon, cette belle époque figée dans ses traboules et ses places scintillantes, avait évolué sous leur impulsion. Les ouvriers des Canuts, jadis opprimés, siégeaient désormais au Conseil des Soyeux, et les murmures de scandale s'étaient changés en chants de fête lors des patronales. Cher auditeur, cette histoire d'Émilie et Henri nous enseigne que derrière chaque sauvage, jugé par la foule, bat un cœur capable de transformer le destin. Elle nous rappelle que l'empathie unit, que l'indignation pousse à l'action et que l'euphorie de la victoire est le fruit d'un courage partagé. Si cette narration vous a touché, comme elle m'a ému en la contant, laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de ce baiser qui a changé Lyon? Et pour savoir qui a suivi jusqu'au bout, écrivez le mot « cocon » dans votre message. Cela m'aidera à partager plus d'histoires comme celle-ci.
N'oubliez pas de vous abonner au canal pour ne rater aucune autre aventure de la belle époque, pleine de passions et de triomphes. Des cartes apparaissent à l'écran pour d'autres récits similaires. Cliquez et plongez dans un nouveau monde. Merci d'avoir voyagé avec moi. Que votre propre histoire soit tissée de soie éternelle.